Bonjour, vous écoutez le podcast de l'Observatoire des Labs. Le podcast qui explore les laboratoires d'innovation collaborative. L'Observatoire des Labs, c'est un programme de recherche mené par le Conservatoire national des arts et métiers et le collectif Co-Design-It. Un projet qui s'appuie sur la collaboration d'entreprises publiques et privées. La DITP, Airbus, la Française des Jeux et Valeo. Alors concrètement, c'est quoi un lab ? Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Voilà les questions auxquelles répondra l'équipe de l'Observatoire des Labs dans chaque épisode et avec l'aide de Victor Dequiver. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Observatoire des Labs, le podcast de recherche coproduit par le CNAM et le collectif Co-Design-It. L'ambition du podcast, plonger dans l'univers des laboratoires d'innovation, qu'ils soient publics ou privés, afin de mieux en comprendre les enjeux et les effets qu'ils produisent. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Étaline, le laboratoire d'innovation publique de l'État en région Pays de la Loire. Depuis 2017, ce lab accompagne la transformation de l'État dans les domaines du numérique, du management, le tout de manière plus collaborative. Alors, il y a 3 ans, ce laboratoire d'innovation a hérité d'une mission de taille, accompagner la fusion de 2 services majeurs au niveau local, la direction du travail avec celle de la cohésion sociale, co-construire avec les agents et les agentes une organisation qui a du sens en remettant l'usager au centre. Tout un programme. Comment les agents ont-ils vécu cette transformation ? A-t-elle été un succès, cette fusion ? Ce laboratoire d'innovation a-t-il permis de créer une vision commune, malgré les cultures très différentes de ces 2 services ? Ce sont les questions que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Mehdi Vermeulen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur départemental adjoint de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités en Vendée. C'est ce qu'on va appeler la dette. Et vous avez bénéficié de l'accompagnement du lab de d'Étaline dans la création de cette direction. Anne-Laure Guilherme, vous êtes responsable du lab Étaline. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Maureen Loïs, vous êtes designer de service. Alors on verra ce que c'est précisément. Vous avez accompagné Étaline dans la démarche de création des dettes en Vendée. Bonjour Maureen. Bonjour. Enfin, comme à chaque épisode, nous creuserons ces sujets. Nous irons explorer ce qu'ils révèlent ou permettent dans les organisations et ce qu'ils nous inspirent, cela avec nos experts de la recherche et du co-design. Catherine Folliot du collectif Co-Design-It. Bonjour Catherine. Bonjour Victor. Merci d'être là. Et Manuel Zaclade, chercheur au CNAB, le Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour Manuel. Bonjour Victor. Vous êtes avec nous à distance en duplex. Merci beaucoup. Première question pour vous, Manuel. Avec l'Observatoire des Labs, comment avez-vous été amené à travailler avec ce laboratoire d'innovation publique ? Eh bien, nous avons rencontré la DITP qui a souhaité rejoindre le programme Observatoire des Labs. La DITP, c'est la direction à l'innovation et à la transformation publique. Et voilà, il nous a indiqué deux labs particulièrement dynamiques, dont celui des Pays de la Loire. Et c'est comme ça que nous avons été en contact. C'est une belle introduction. Anne-Laure Guilherme, quel était le contexte de création de ce lab ? Comme vous l'avez précisé, Étaline est le laboratoire d'innovation publique de l'État en région Pays de la Loire. Donc, il est porté par le préfet de région Pays de la Loire. Il a été créé il y a 5 ans suite à un appel à projet national qui avait été lancé par la DITP, donc la Direction interministérielle de la transformation publique. L'objectif de ces labs, c'était de permettre la création de lieux d'échange et de valorisation de la créativité, donc créativité des agents, créativité des usagers et des partenaires. On fait partie de la première vague historique des labs qui se sont créés en région, comme l'Occitanie ou les Hauts-de-France. Aujourd'hui, ces labs sont au nombre de 12, répartis sur l'ensemble du territoire. Et ils se différencient en fait par leur organisation et les thématiques adressées. Donc, à Étaline, l'objectif général est d'accompagner les transformations de l'action publique au sens large et aider les services de l'État en région à relever les défis de la transformation publique, donc autour des 3 axes que vous avez précités, la transformation numérique, la transformation managériale et la transformation, on va dire, des méthodes de faire et de construire le service public avec les démarches participatives et le design de service dont on va parler.
Et puis, il y a eu une deuxième vague de création des labs, on y reviendra peut-être plus tard. Mehdi Vermeulen, pourquoi l'État a-t-il souhaité fusionner ces deux services ? Alors, le gouvernement, dans la perspective d'impulser des nouvelles politiques publiques, a souhaité réorganiser ses services territoriaux. Et pour ce qui concerne effectivement la DETS de la Vendée, l'État a souhaité fusionner, comme vous l'avez dit, la direction en charge du travail et de l'emploi et la direction de la cohésion sociale pour créer cette nouvelle direction de l'emploi, du travail et des solidarités. Cette direction est née le 1er avril 2021, après plusieurs reports de date liés au contexte que l'on a connu en 2020. Et l'objectif, alors il y en a plusieurs, mais l'un des objectifs majeurs, on va dire, c'est de pouvoir créer un service public de l'insertion et de l'emploi, de faire en sorte de créer une dynamique, de créer une synergie entre les différents acteurs de l'État notamment, mais aussi d'autres acteurs, pour mettre en œuvre un parcours de l'usager dans le cadre de son insertion, dans le cadre de l'accès à l'emploi, et pour pouvoir prendre en charge, j'allais dire, l'ensemble des dimensions qui peut aller, bien sûr, de l'insertion, je l'ai dit, mais aussi de l'accès au logement, enfin, voilà, dans toutes les dimensions en fait. Et concrètement, voilà, ça représente combien de personnes, combien de sites, combien de missions, voilà, de quelle taille était cette fusion ? Alors, la DETS aujourd'hui, c'est 85 agents, comme le numéro du département. C'est pas fait exprès, mais bon, Pays voilà. de la Loire. Pays de la Loire, enfin Vendée, département de la Vendée. Ouais. Et donc, on est aujourd'hui installé sur 2 sites géographiques avec l'ambition prochainement de regrouper la communauté de travail sur un seul site. Et d'ailleurs, ce projet a fait l'objet aussi d'une approche de design de service pour faire en sorte de mobiliser les agents dans cette démarche de déménagement. Donc, on continue à œuvrer. Bon, c'est un autre projet, mais on a vu quel était l'intérêt de cette démarche dans la préfiguration de la DETS, dans la mise en œuvre de la DETS, dans le projet de service de la DETS. Et on continue maintenant avec l'appui de l'Étaline, voilà, de la région, de mettre en œuvre ces processus qui permettent effectivement de faire participer en fait les agents aux décisions quelque part. Voilà, donc on a au sein de la DETS, on va dire 2 pôles, 7 services et 2 missions transversales. Voilà, donc ça fait quand même une organisation un peu large, un peu complexe. Qui sont donc à la fois, répétons-le, à la fois l'emploi et le logement. Hein, c'est ça les deux, je ne me trompe pas en disant ça. Tout à fait, alors c'est exactement, on va dire, l'emploi, le travail, parce que pour nous c'est voilà, 2 dimensions différentes, même si elles sont liées. Comment vous Alors le travail, on va le retrouver au sein de la DETS essentiellement autour de ce qu'on appelle le service de l'inspection du travail, voilà, chargé de contrôler la bonne mise en œuvre du code du travail dans les entreprises. Je crois que tout à chacun connaît l'inspection du travail. Et puis la partie emploi qui est là plutôt faire en sorte justement, ce que j'évoquais, d'amener les gens vers l'emploi ou d'accompagner aussi les entreprises quand il y a un plan de sauvegarde de l'emploi, par exemple, des entreprises qui rencontrent des difficultés pour faire en sorte que les gens puissent se remobiliser vers un autre emploi. Voilà. Donc c'est ça cette dimension. Et puis la dimension solidarité qui revêt plusieurs aspects. Alors bien sûr celle de l'accès au logement social, mais aussi l'accompagnement des publics vulnérables. Aujourd'hui, très clairement, la DETS est en charge d'accompagner les ressortissants ukrainiens. Voilà, on est au cœur de l'actualité sur justement l'accès au logement, à l'emploi. C'est la gestion, par exemple, des préventions des expulsions locatives. Quand on a des locataires indélicats, voilà, on essaye de mettre en œuvre des projets pour faire en sorte qu'ils retrouvent un logement plus adapté à leur environnement et leurs besoins. Voilà, c'est toutes ces dimensions. Et puis on a aussi une mission, je parlais de mission transversale, une mission importante qui est celle des droits des femmes et de l'égalité. C'est au sein de la DETS qu'est positionnée la déléguée départementale qui œuvre contre les violences faites aux femmes, pour l'égalité professionnelle, pour l'égalité entre les garçons et les filles. Et voilà, c'est tous ces sujets-là en fait qui auparavant étaient distincts, sont aujourd'hui regroupés dans une même direction. Alors avec des spécificités, mais aussi avec l'ambition, et c'était tout l'enjeu effectivement de
ce travail d'accompagnement par le cabinet ETSI, avec l'appui encore une fois de l'Étaline, de faire en sorte que les agents puissent se retrouver pour voir ce qui fait sens commun, et puis ce qui peut aussi parfois faire les spécificités pour qu'elles soient bien prises en compte. On va regarder ça concrètement. Alors, je répète, pour ceux qui auraient décroché, que la DET, c'est donc la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités en Vendée. Donc, cette fusion, Anne-Laure, pour l'usager, elle doit permettre quoi, cette nouvelle organisation ? Alors, au sens plus large, de manière générale, en fait, cette réorganisation, cette réforme de l'organisation territoriale de l'État, cette réforme OTE, s'inscrit dans les principes de transformation de l'action publique qui étaient souhaités à l'époque par le gouvernement, qui sont simplification. Donc à l'époque 2017, oui, c'est ça. Mais bon, le gouvernement précédent... Bien sûr. Simplification, donc là, on va en parler, mais simplification du parcours usager. Transversalité, donc plus de transversalité entre les services, performance et innovation. Donc là, on a fait le choix de l'innovation par le design de service aussi. Donc l'objectif pour l'usager, c'est de remettre l'usager au cœur de l'accompagnement, comme on aime dire souvent, se mettre dans les pas de l'usager pour reconnaître, voir où sont les irritants et permettre d'adresser au mieux ces problématiques. Et donc là, l'objectif est de regrouper les services de l'État pour avoir un service public global, comme le disait Mehdi, qui couvre l'insertion sociale et l'insertion professionnelle, donc le service public de l'insertion et de l'emploi, l'hébergement et le logement, avec le service public de la rue au logement, et la politique de la ville. C'est vraiment, on met l'usager au cœur du parcours et on essaie d'éviter. Et donc concrètement, ça veut dire aller plus vite, que ce soit plus simple, moins de papier, moins de paperasse, ou c'est ça l'idée de réflexion ? L'idée finale, oui, c'est pour l'usager, c'est de gagner du temps, pour les agents aussi, ceci dit, d'avoir une plus grande transversalité entre les services de l'État concernés, donc toujours au bénéfice de l'usager, éviter les ruptures de parcours, et voilà, toujours avoir en ligne de mire l'intérêt de l'usager. Et donc en accompagnant cette fusion, réorganisation, grâce au design de service et en fait aussi à l'intelligence collective, on a souhaité donner plus de sens à cette réforme, en tout cas aider à impliquer l'ensemble des parties prenantes. Donc là, parties prenantes au sens large, les agents, les usagers, les partenaires, Maureen en parlera, mais tous les partenaires de la DETS. Et donc pour avoir in fine une organisation plus transversale, car co-construite aussi, et adaptée aux besoins des usagers finaux. Mais Anne-Laure, pourquoi, selon vous, passer par un laboratoire d'innovation et pas, l'actualité d'ailleurs nous l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, par un cabinet de conseil classique, j'ai envie de dire. Est-ce que le cabinet de conseil n'aurait pas permis d'aller plus vite, plus fort, plus loin ? Alors déjà, non. Voilà. ça n'aurait pas été forcément plus vite, parce que un cabinet de conseil plus classique aurait eu une phase aussi chronophage, en chambre, souvent quand même. Isolé du reste de la... Qui aurait conduit à faire un diagnostic, des préconisations. Enfin, au niveau de l'aspect chronophage, ça n'aurait pas été plus vite. Et là, l'objectif, il était double. D'une part, avoir une réponse rapidement opérationnelle. Donc, pas trop de travail en chambre, mais être assez rapidement opérationnel. Une réponse sur mesure, une réponse humaine, c'est ce qu'apporte aussi le design de service. Une réponse qui délivre aussi rapidement du concret, parce qu'il y avait des objectifs de production de micro-organigrammes, macro-organigrammes, on va en parler, mais il fallait que ça délivre du concret. Et d'autre part, il fallait... on avait à cœur d'éviter une énième réforme par le haut. Et donc, le fait de vouloir embarquer tout le monde dès le départ, on a fait peut-être le choix de perdre un petit peu de temps au départ, mais pour en gagner sur le long terme niveau acceptabilité. Alors, Maureen, en quoi a consisté précisément cet accompagnement ? Alors, en janvier 2020, on a été sollicité par le Lab Étaline pour accompagner la fusion des deux directions dont Mehdi et Anne-Laure ont déjà parlé. Et pour ça, on a monté une équipe pluridisciplinaire qui croise vraiment pour nous les compétences pour accompagner l'ensemble de la démarche, du macro-organigramme, micro-organigramme, jusqu'à la trame de projet de service et à cette vision commune dont on a parlé un petit peu déjà et qu'on réappuiera par la suite. Donc, dans cette équipe pluridisciplinaire, il y avait 2 designers de service, un sociologue et une facilitatrice spécialisée dans le management des organisations. Et du coup, la phase design de service, c'est toujours commencé déjà par aller sur le terrain. Ça, c'est primordial. Comment vous définiriez design de service en une phrase pour ceux qui ne le sauraient pas ? Je dirais co-construire avec l'ensemble des parties prenantes pour donner du sens. Un service à quelqu'un ? Voilà. Ok. C'est ça.
Et donc on a commencé donc, par cette grosse phase de terrain, d'acculturation. Donc on a été rencontrer les agents par des entretiens informels. On a observé un petit peu. En fait, l'objectif, c'était vraiment de comprendre leur fonctionnement, de comprendre les missions aujourd'hui, parce que nous, on arrivait, on ne savait pas ce que c'était la direction du travail, la direction de la cohésion sociale. Donc on avait aussi besoin de se nourrir aujourd'hui de ce que c'était à date pour identifier ce que ça pourrait devenir demain. On a aussi envoyé un questionnaire à l'ensemble des agents pour les impliquer dans la démarche. Il y a eu un bon taux de participation à ce questionnaire. L'objectif, c'était qu'on arrivait dans un contexte, on va dire, un peu d'une énième réforme, si on peut le dire comme ça. Et on avait aussi envie de comprendre aussi un peu les craintes des agents pour qu'on puisse s'appuyer dessus et construire les ateliers aussi au fur et à mesure. Dans cette phase d'acculturation, donc, on a rencontré les agents, mais on a aussi souhaité impliquer les partenaires, parce que c'est ceux aujourd'hui qui sont aux côtés des usagers sur le terrain, qui les accompagnent, on va dire, au quotidien. Et donc, avec ces partenaires, on a pu comprendre un petit peu quels étaient leurs besoins, leurs attentes. Et Qu'est-ce qu'on appelle partenaire? C'est qui précisément? Ça peut être le conseil départemental, ça peut être des associations. Les personnes avec lesquelles interagissent les agents et les agentes. C'est ça. C'est ça. Et qui, du coup, les partenaires sont sur le terrain pour fluidifier en fait, la mise en place. Ça, c'est une vraie plus-value en termes d'accompagnement, effectivement, puisque c'est quelque chose qu'on fait jamais. De réunir en fait nos partenaires pour les questionner sur alors que pensez-vous de la future dette, que pensez-vous des services de l'État. Et je pense que dans l'approche ça a été quelque chose de vraiment important d'avoir un apport extérieur, une méthodologie qui permette effectivement de les réunir et de pouvoir poser ces questions et d'avoir un retour justement et de pouvoir se remettre en question, en cause et de faire évoluer les choses. Maureen. Tout à fait, et c'est vrai que la réunion de ces partenaires, donc dans un focus group, ça a vraiment permis de comprendre aujourd'hui la vision qu'ils avaient donc de la direction de la cohésion sociale, de la direction du travail, et on s'est rendu compte qu'un des plus gros challenges, ça allait être de pouvoir créer une vision commune de cette future DDETS 85. Et puis nourrie par le terrain, quoi. C'est-à-dire, exactement, tout à fait. Pas une énième réforme d'en haut, quoi, comme exactement. vous disiez tout à l'heure, Anne-Laure. Et du coup, tout ce terrain nous a permis de faire des recommandations, en fait, pour l'équipe de préfiguration qui était constituée donc, du préfigurateur et des chefs de service des deux directions pour la construction du macro-organigramme, qui est, on va dire, le canevas de l'organisation en général. Et on a ensuite enchaîné, une fois qu'on avait ce macro-organigramme qui était validé par le préfet, sur des ateliers de co-création qui étaient collaboratifs et qui ont permis aux agents de venir participer à la construction de leur future direction. Et bien justement, je vous propose d'écouter le retour d'une agente, Martine Sapin, qui a bénéficié de la démarche. Elle a participé à différents ateliers que vous venez de citer, Maureen, organisés par le Lab, de manière volontaire, hein, évidemment. Et nous lui avons demandé ce qu'elle avait pensé du processus. On l'écoute. J'ai trouvé que c'était une démarche très intéressante, innovante dans son concept. Je pense qu'elle a été très appréciée par l'ensemble de l'équipe, même si au tout début, il y avait quelques réticences, parce qu'on a déjà traversé des réformes, des changements, et peur que ça n'aboutisse pas, que le résultat soit pas à la hauteur. Et puis finalement, on a été agréablement surpris. On a trouvé que c'était un peu ludique, un peu innovant, que notre parole était prise en compte. On était associés à la démarche. Je pense qu'on a vu l'intérêt de fusionner ces deux services. Ça nous a permis de rencontrer les nouveaux collègues, de créer du lien, d'échanger avec eux et de s'apercevoir aussi qu'on avait chacun quelque chose à apporter et que nos missions étaient complémentaires. On avait les mêmes partenaires, le même public. Il n'y a pas d'insertion sociale ni d'insertion par l'hébergement s'il n'y a pas d'insertion par le travail. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille main dans la main dans nos projets pour que ça aboutisse, quoi. Chaque service a ses contraintes. On n'en a pas toujours conscience. Donc là, quelque part, ça nous permet un petit peu d'ouvrir les yeux et puis d'être peut-être plus tolérant aussi sur la façon de travailler avec les autres services. Alors, qu'est-ce que vous inspire le témoignage de Martine Sapin, Mehdi ?
Écoutez, moi j'ai envie de dire l'objectif, l'objectif est atteint. Hein, c'est l'objectif premier effectivement qu'on s'était fixé de faire en sorte d'associer les agents et de mettre en œuvre les préconisations aussi de ces groupes de travail. Donc je pense qu'on y est arrivé. Après, je l'ai évoqué, on est sur 2 sites. On a traversé une crise sanitaire, donc c'est un contexte qui est pas facile dans la création d'une nouvelle direction. Avec la fusion de 2 directions, mais je pense que ça aurait été encore beaucoup plus compliqué si on n'avait pas eu ce travail et moi je suis ravi effectivement que Martine s'exprime au nom des agents et évoque leur satisfaction dans cet accompagnement. Maureen ? Oui, je pense que vraiment ce qui était très important pour nous et même pour l'équipe de préfiguration, c'était vraiment d'associer l'ensemble des agents à la démarche. Et en fait, ça facilite énormément l'adhésion sur le long cours et aussi la projection. Et c'était en ça une très bonne chose. Après, les ateliers ont aussi permis, comme le disait Martine, beaucoup d'interconnaissances. Et mine de rien, c'était une des grosses craintes des agents. On ne connaît pas forcément les missions des uns et des autres, on ne se connaît pas. Et donc leurs contraintes aussi, tout ça, ça facilite quoi, de Exactement. savoir... Oui. Et si je peux rajouter, du coup, effectivement, c'était une première expérience du coup pour la DETS. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on essaye de continuer à développer. Hein, cette approche en fait participative, avec un caractère ludique, avec des ateliers dans l'ensemble des projets qu'on met en œuvre. Et du coup, on rencontre quand même plutôt un succès puisque les agents ayant déjà une première expérience satisfaisante, ils viennent volontiers effectivement se réunir pour d'autres projets. Manuel Zaclade, qu'est-ce que vous inspire, vous, le témoignage de Martine Sapin, agent qui a bénéficié de la démarche ? Moi, j'aime beaucoup ce qui a été dit autour de la table par Martine Sapin et précédemment. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point, dans la plupart des grandes organisations, il y a un écart considérable entre ce qu'on appelle le haut management et ceux qui réalisent le travail au quotidien. Et cet écart, les ergonomes parlent de la différence entre le travail prescrit et le travail réel des opérateurs et des agents. C'est une constante en fait dans les organisations et très souvent quand on conduit le changement, alors on va faire, c'est la direction qui fait appel, comme tu le disais Victor, comme vous le disiez, à des consultants et qui d'en haut va décider qu'est-ce qui serait mieux. Alors très souvent on fait de la pseudo-participation, ça dans ce qu'on appelle la conduite du changement, c'est des choses qu'on voit très souvent, on réunit les gens autour de la table, on leur demande leur avis, mais finalement c'est pas eux qui co-conçoivent vraiment. C'est pour ça que ce terme de design collaboratif, ou d'innovation participative, c'est des notions qui sont tellement importantes. Là, ce qu'on nous dit, c'est que ce sont vraiment les gens qui ont été à la manœuvre. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose que le travail classique avec un consultant. C'est-à-dire que les intervenants du lab d'innovation, ce ne sont pas des gens qui ont les solutions. Les solutions, ils les attendent, ils les co-conçoivent. Et on voit que petit à petit, des agents qui pouvaient avoir des réticences comprennent que cette fois-ci, on n'est pas en train de les manipuler et que véritablement, c'est eux qui vont être aux commandes. Donc, je trouve ça très éclairant, ces prises de parole. Catherine Folliot, vous êtes d'accord ? Autre experte du co-design ? Oui. Alors, je dirais que on parle de design de service, on parle aussi de co-design. Peut-être on reviendra sur ces termes plus méthodologiques. Moi, ça me renvoie bien sûr à ce qu'est un lab, aussi l'Étaline. L'Étaline, c'est sûrement lui qui a rendu possible les connexions, déjà, donc bravo. Ce sont ces acteurs et ces dispositifs qui rendent possible les connexions, les labs, donc ces connexions qui sont absolument essentielles aujourd'hui, de plus en plus probablement. Là, on parle de projets de transformation, mais on parle aussi de projets de transition, on parle d'acteurs internes, on parle d'acteurs externes, vous avez parlé de partenaires, comment on est capable d'aller connecter des gens dans l'entreprise et au-delà pour, avec de la méthode, pouvoir faire que ces acteurs-là puissent donner du sens, Maureen, vous l'avez dit, se comprendre, produire et s'engager probablement, puisqu'on a entendu aussi Mehdi, Martine témoigner d'un projet qui fonctionne vraiment dans la durée. Voilà, donc je crois que là, on a vraiment les ingrédients de ce qu'est un lab et dans sa capacité à connecter, à mettre la méthode qu'il faut. Il y en a des méthodes, il y en a des milliers.
donc la méthode qu'il faut et de connecter les bons acteurs. Donc c'est toujours, pour nous, co-designistes qui travaillons sur ces sujets depuis un certain nombre de temps, toujours absolument merveilleux de voir ces dispositifs se développer. Alors, un lab est aussi contraint parfois, ce genre de démarche, par des objectifs, des livrables et des dates, j'imagine, Maureen. Là, il y avait une ambition assez forte, assez rapide, assez intense. Oui, on va dire que oui, c'était assez intense. Il fallait produire. On a été sollicité donc en janvier 2020, comme je l'ai dit tout à l'heure. On était censé, du coup, l'État, l'ensemble des dettes être fusionnées en avril 2020. Donc il y avait des contraintes en effet en termes de livrables au national, donc pas forcément que dans le 85, mais partout, sur tout le territoire, avec le macro-organigramme, le micro-organigramme, la trame de projet de service. La crise sanitaire est arrivée. Ouais. Voilà, Badaboum. On a eu 2 directions qui ont été extrêmement sollicitées, notamment pour le chômage partiel, pour la mise à l'abri des publics les plus fragiles, et pas que pendant le confinement, ça perdure encore, mine de rien. Aujourd'hui, on est sur les Ukrainiens, du coup. Et du coup, ça nous a fait une fusion effective donc en 1er avril 2020, T1, donc c'est-à-dire presque un an après. Et ce qui, nous, on a trouvé ça assez intéressant en termes d'accompagnement, c'est que ça a permis justement de relâcher un petit peu la pression, notamment sur, on va dire, le planning des ateliers, la disponibilité des agents. Donc nous, ça nous a permis de prendre plus le temps. Vous êtes en train de nous dire que le Covid a été un atout, presque, pour la démarche. Au quotidien, je dirais pas forcément, mais en tout cas, pour cette démarche, oui, parce que ça a permis d'impliquer les agents plus facilement, plus sur le long terme. Alors certes, il y avait quand même des problématiques, en effet, de gestion de crise sanitaire, donc tous les plannings n'étaient pas forcément toujours, on va dire, disponibles pour les agents. Mais je pense que vraiment, un projet d'organisation, la clé, c'est de prendre le temps, ça facilite l'adhésion des agents, et on ne se retrouve pas dans dans un certain stress, on va dire, de se dire dans 3 mois, on doit être tous ensemble. Mehdi Vermeulen, qui dit fusion, dit nouvel organigramme. J'imagine qu'il y a dû avoir des arbitrages pénibles à faire ou des frictions. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'il y en a eu? Alors, il y en a pas eu. Il y en a pas eu parce que, alors d'abord, on l'a évoqué, hein, il y a eu ces groupes de travail où les agents ont pu ressortir effectivement des axes, des objectifs communs sur lesquels on s'est appuyé justement pour construire un premier macro-organigramme qui a pu être échangé dans le cadre de l'équipe projet. Hein, on a parlé de préfiguration, d'équipe projet, donc voilà, on en a rééchangé. Donc quelque part, j'allais dire, ce macro-organigramme puis sa déclinaison en micro-organigramme ont découlé à la fois du travail qui a été fait par les agents, j'allais dire d'une validation de l'équipe projet, et puis surtout ce qui était intéressant aussi dans l'accompagnement qu'on a eu avec le cabinet ETSI, c'est que on a donné à voir aux agents au fur et à mesure de l'avancée des travaux. On a créé une lettre d'information. Il y a eu 4 ou 5 numéros avec l'appui, encore une fois, d'ETSI. Et puis, donc voilà, les agents. Pour tenir informés les agents à la suite de la démarche, quoi, les garder. Oui, tout à fait. Puis c'était indispensable parce que, comme on l'a évoqué, on a eu des reports de date, on a eu des calendriers. Donc, il fallait maintenir la dynamique, s'assurer que l'ensemble des agents étaient bien informés parce que tous n'ont pas forcément participé aux ateliers. Puis, il y avait des ateliers différents. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment faire retour ces ateliers, faire retour de la validation du macro-organigramme, micro-organigramme. Et puis après, il y a eu la phase, effectivement, une phase assez transparente d'appel à candidature. Hein. Il y a eu des fiches de poste qui ont été remises sur la table. Il n'y a pas eu de licenciement, ou parce que souvent fusion, dans l'imaginaire collectif, c'est on peut aussi en profiter pour dégraisser. Quand c'est dit vulgairement. Dans ce cas-là, non, tous les postes ont été maintenus mais réorganisés. Voilà, c'est ça. Il y a eu, comme je l'ai dit en préambule, hein, il y avait une volonté aussi de l'État de mettre en œuvre des nouvelles politiques publiques, le service public de l'insertion, la stratégie pauvreté. Enfin voilà, on est plutôt dans une dynamique positive en termes de politique publique. Donc effectivement, on n'avait pas moins de missions, au contraire, on en avait plus. Et puis avec des missions, qui devaient matcher ensemble. Donc il n'y a pas eu de départ d'agents. Par contre, effectivement, comme il y a une reconfiguration de la direction, les agents ont pu se positionner sur les fiches de poste. Il y a eu des entretiens, et puis chacun a trouvé sa place. Et puis, il y a eu aussi des entretiens systématiques avec les agents dont la fiche de poste a été modifiée à plus de 50%. Il y a
forcément des agents qui ont été impactés dans leur travail. Bon, il y a quelques missions qui ont été aussi données à d'autres institutions dans cette réorganisation plus globale. Voilà. Et donc, bon an, mal an, tout le monde a pu trouver sa place. Après, il faudrait les questionner sur le taux de satisfaction. Mais en tout cas, on a une organisation qui s'est passée plutôt bien. Alors, une petite réaction, précision. Dire que nous, on a été fiers au niveau de la préfecture de région d'avoir pu accompagner la DETS de Vendée. Peut-être rajouter que Parce que vous êtes responsable du lab, je le rappelle. Oui. Cette proposition d'accompagnement a été aussi proposée aux autres directions départementales des autres départements des Pays de la Loire. Et donc la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire ont également fait le choix, même fait le pari, voilà, d'avoir une démarche de design de service pour accompagner ces préfigurations. Ça fait effet boule de neige, en fait, quelque part. Oui, et on a un enjeu de réplicabilité et d'autonomisation, on va dire, sur ces méthodes. Et donc, le fait de pouvoir accompagner en parallèle plusieurs directions nous a permis d'accéder à ça. Oui. Catherine Folliot, revenons un peu sur la notion de design de service. Alors, design de service au service du bénéficiaire. Il y a plusieurs sens possibles dans cette formule. Oui, c'est un mot magnifique. Déjà, d'abord, quand on est dans un service public, bien évidemment. Cette méthode design de service qui est et Maureen, je la laisserai probablement en parler davantage, experte designer. Donc, c'est une des disciplines du design de matériaux au design de décision. Il y a beaucoup de disciplines dans le design. Donc, c'est une des disciplines. Et ce qui est intéressant pour rebondir sur les labs, c'est de rebondir sur le mot service. On dit dans les labs qu'on est au service des projets. Ce mot de service est un mot très noble. On est au service des projets. On est là pour rendre service aux commanditaires, aux bénéficiaires, aux usagers dans votre cas, aux clients internes, aux clients externes dans d'autres cas. Alors, ce mot service, ça veut dire résoudre des problèmes, ça veut dire enlever des cailloux dans la chaussure, ça veut dire vraiment se mettre au service de personnes, on parlait d'êtres humains, qui rencontrent des problèmes ou qui ont des rêves qui n'arrivent pas à faire se réaliser. Donc, avant tout, il y a cet esprit, il y a cette posture au-delà des méthodes. Mais c'est aussi poser des questions qui dérangent. Voilà. Imagine. Rendre service, ça n'est pas que répondre, dire oui, toujours. C'est aussi savoir dire non, c'est aussi savoir questionner, challenger. Et pour nous, ça, c'est aussi rendre service. Donc, on est vraiment dans ce dialogue. On va parler, nous, de cadrage, de qualification, de comment on pose les questions, qui est fondamental. Bon, là, on est dans un cas, la question était assez claire. Mais il y a des questions parfois beaucoup plus complexes. Vous avez un exemple, Catherine, par exemple, d'un client que vous avez suivi où s'est posé une question complexe ou particulièrement difficile à poser? Oui, il y a des questions, par exemple, qui donnent une surface d'un problème. C'est-à-dire, on va dire, le projet est arrêté. Le projet ne fonctionne plus, le projet n'avance plus. Bon. Et puis, quand on creuse pourquoi il n'avance pas, c'est parce que s'il y a des tels besoins de changement, d'abandon presque de métiers, de ces métiers qui représentaient, je ne vais pas citer l'entreprise, mais le fleuron de l'entreprise qui du fait de la digitalisation notamment, n'existe plus. Donc c'est normal qu'il y ait mais tout ça n'est pas dit. Et comme ça n'est pas dit, ça bloque. C'est comme le corps humain, je crois aussi. Donc voilà un exemple. C'est-à-dire finalement de dire, voilà, le problème, c'est que le projet n'avance pas. Donc la question serait comment faire avancer le projet. En fait, la question n'est pas celle-là. La question, c'est comment on reconnaît ce qu'il se passe et comment on fait avec ça et comment on fait en sorte que tout le monde puisse avancer avec cette évolution. Voilà. Bon, là, je parle d'un cas un peu plus dramatique. Non, mais c'est intéressant parce que ça met en dialogue aussi avec différentes démarches. Manuel Zaclade, l'autre œil du chercheur, j'imagine que vous êtes d'accord avec Catherine? Oui, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Alors, on peut peut-être revenir un tout petit peu à cette question du service telle qu'elle est vue par les socio-économistes. En fait, quand le terme de service est vraiment popularisé en recherche, c'était pour opposer la réalisation de produits de type industriel
à ce qu'est le service. Et donc, il y a de grandes différences entre réaliser un produit et réaliser un service, en fait. Le produit, vous le faites dans votre industrie et puis vous le déployez par des circuits de distribution qui sont extérieurs à l'organisation ou à l'entreprise. Quand vous faites un service, vous le coproduisez toujours avec le client. C'est-à-dire que le client, il est à l'intérieur de votre organisation. Quand un inspecteur du travail va dans une entreprise, il va coproduire une compréhension des situations de travail avec les clients. C'est pareil pour une assistante sociale et autres. Donc ça, c'est la grande spécificité du service, c'est que c'est toujours une coproduction. Et donc, le public, pour une très large part, en fait, est engagé dans du service au bénéfice des citoyens. Et alors, effectivement, ce qui est compliqué quand on fait du design de service, qui est quelque chose de nouveau dans le monde du design, parce que le design s'est d'abord beaucoup développé dans des objets, de consommation courante, dans des meubles et autres. Et donc là, on voit bien comment finalement le designer, avec ses capacités de formation un peu dans le domaine de l'esthétique, va arriver à préfigurer ces objets. Or, préfigurer un service, c'est beaucoup plus difficile parce que le service, c'est un peu immatériel, c'est un processus, c'est une activité. Et donc, les designers ont développé toute une série de techniques, finalement, les personae, la représentation de ce que peut être un processus, du changement de rôle, pour que les gens, finalement, s'approprient cette prestation immatérielle. Personae, c'est les personnes qu'on imagine être la cible du service, c'est ça oui, qu'il y a une sociologie particulière et dont on se met, comme on le disait tout à l'heure, dans ses baskets. Voilà, notamment. tout à fait, voilà, absolument. On essaye de rendre concret finalement le type de rencontre, le type d'événement qui va pouvoir se produire, sachant que dans la coproduction de services, il y a toujours de la surprise, mais voilà, autant que possible, on essaie quand même de s'appuyer sur des cas, sur une connaissance un peu des publics auxquels on pourrait avoir affaire et du type de réponse qu'on pourrait leur apporter. Alors, ce qui est compliqué dans le cas présent, c'est qu'en fait, ils ont fait deux choses en même temps. Ils ont réinventé les services, et ils ont réinventé l'organisation. C'est pour ça qu'on parle de micro et de macro-organigramme. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, Étaline. Dans le cas à Étaline, dans le cas de la dette. Donc, bien sûr, pour repenser l'organisation, ils ont réimaginé le service au client. Mais en même temps, ils devaient réfléchir, si vous voulez, aux services qui se rendaient à eux-mêmes, à l'intérieur, finalement, de la dette. Donc, voilà, il y avait une complexité particulière, c'est-à-dire que, parce qu'on aurait pu imaginer, si vous voulez, qu'un service se dise à un moment donné, déjà constitué, comment est-ce que je vais repenser ma façon de faire du service public sans se réorganiser de manière radicale. Mais là, on avait les deux choses en même temps. On avait une grosse refonte, une grosse réorganisation, et on avait en même temps, dans le cadre de cette refonte, à imaginer comment on allait harmoniser travail et social, comme ça nous a été expliqué. Et enfin, Catherine évoquait le fait que le lab en tant que tel, c'est aussi un prestataire de services internes, si vous voulez. Donc là, c'est encore une autre dimension. C'est que dans les organisations aujourd'hui, on est de moins en moins dans des approches complètement hiérarchiques et mécaniques, les services, les différents départements se rendent des services les uns aux autres. Donc le lab doit être positionné comme un prestataire de services internes. On pourrait dire que dans l'organisation qui a été mise en place dans la dette, les agents se rendent des services à eux-mêmes, mais fondamentalement, tout ça, c'est pour que la dette, pour que l'État puisse rendre des services au public, des services aux citoyens. Donc, vous voyez, cette notion de service-là, on l'a manipulée à plusieurs niveaux. Merci Manuel. Maureen, vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, vraiment, je voudrais appuyer que pour moi, le design de service, ça va au-delà du citoyen. Parce que c'est vraiment d'aller rencontrer un maximum de personnes qui sont impliquées, on va dire, sur la thématique, sur la problématique qu'on a posée, on va dire. C'est les agents, c'est les partenaires, c'est l'usager final. Et en fait, la bonne problématique, c'est celle qui va correspondre, on va dire, aux attentes et aux besoins de tous. Parce que si on a une bonne problématique, qui répond aux usagers, à leurs attentes et à leurs besoins, et que de l'autre côté, l'agent n'est pas bien dans son travail, ne peut pas le faire correctement, si le partenaire n'a pas non plus les bons outils, finalement, c'est pas forcément un service qui fonctionne et qui est cohérent et qui donne de l'efficience, on va dire, au quotidien. Donc c'est vraiment pour moi de se nourrir des autres, de regarder vraiment comment ça fonctionne pour identifier la bonne problématique et impliquer l'ensemble des parties prenantes. Vous êtes d'accord avec ça, Anne-Laure ? Ah mais tout à fait, on ne va pas dire le contraire. Nous, Manuel disait tout à l'heure que c'est assez nouveau, le design de service. Mais alors, je dirais pour nous, administration publique, c'est encore plus nouveau. Et voilà, on a fait le choix de faire le pari du design de service au service de l'État
en région, donc que ça soit les usagers, les agents, les partenaires. Et on a des prestataires avec qui on travaille beaucoup, comme Maureen. On a aussi des designers intégrés au sein de notre lab, on en a 4. Donc on est fiers de pouvoir, justement, en tant que prestataire de service, avoir de la matière à offrir en local, et puis de pouvoir s'appuyer sur notre écosystème au niveau régional. Et merci Maureen de nous avoir accompagnés. Catherine Folliot. Merci. Oui, et Anne-Laure aussi, vous disiez tout à l'heure que vous aviez besoin de développer les compétences, de développer les savoir-faire. Est-ce que ça, dans votre... je ne sais pas si vous avez une offre de service, dans vos propositions de service vis-à-vis de vos partenaires, est-ce que c'est quelque chose que vous développez, cette notion de développement des compétences? Oui, on est en train de monter un réseau de correspondants agents publics en local, qu'on a appelé les innovateurs de la transformation publique, qui sont des agents publics un petit peu partout dans l'État, en région, en DETS, en préfecture ou autre, et un réseau d'une 30aine d'agents qu'on essaie justement de faire monter en compétences au fil de l'eau. Et donc, on s'appuie sur les compétences en interne qu'on a à donner, mais aussi on monte des programmes de formation dédiés. Mehdi. Ça, c'est extrêmement important, effectivement, qu'on puisse en interne se former également, parce que voilà, faire appel à des experts, il faut le faire quand c'est un projet ambitieux, parce que ça demande du temps, ça s'inscrit dans la durée, voilà, et puis ça a malgré tout une charge quand même. Et donc du coup, nous, ça nous permet, quand on est formé aussi en interne, et je l'ai expérimenté très très récemment sur un petit groupe d'agents pour travailler la question de l'accueil dans les nouveaux locaux, par exemple, avec 7-8 agents. L'accueil des usagers, vous voulez dire? L'accueil des usagers, puis l'accueil de manière générale, quand on répond téléphonique, physique, sur comment on rend une meilleure qualité de service, comment on se met aussi en sécurité par rapport effectivement à l'usager qui parfois vient avec des questions un peu importantes. Et donc voilà, moi je suis pas designer de service, j'ai pas du tout cette ambition, mais du coup, le fait d'être dans cet univers, d'avoir expérimenté, on récupère quelques petits modules, quelques petites clés en fait. Et ça SM quoi. C'est ça, et du coup, on part avec des outils qu'on peut réutiliser. On travaille sur les post-it, on fait des jeux un peu immersifs. Donc ça produit aussi de la transformation interne. Manuel Zacade, autre élément qui vous intéresse dans ce cas de laboratoire public d'innovation, je crois, c'est la notion de transparence et de participation. Oui, alors effectivement, Victor, c'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu évoqué, hein, cette idée de faire de l'innovation collaborative par le bas. Et ça renvoie aussi à une grande tradition du design. Nous parlons ici beaucoup de design collaboratif, mais dans les pays scandinaves, déjà dans les années 70, il y a eu la naissance de ce qu'on appelait le design participatif. On pourrait réfléchir à la différence entre la notion de collaboration et la notion de participation. Et donc, dans ces pays scandinaves, l'idée était que quand on introduit une innovation technologique, eh bien, il faut que les représentants des salariés soient consultés sur la pertinence de cette innovation par rapport aux missions qu'ils ont à atteindre. Et donc, c'était véritablement une manière de construire de la cohésion sociale autour de la mise en place de nouvelles démarches. Alors, là, si vous voulez, on n'en est pas encore tout à fait là parce que la tradition de participation des salariés et des collaborateurs dans les entreprises en France est moins forte qu'elle ne l'est dans ces pays où il y a vraiment une très forte tradition en fait, d'implication des organisations représentatives des salariés. Mais néanmoins, effectivement, c'est fondamental de permettre aux gens de jouer, enfin de leur donner des moyens d'agir sur leur environnement de travail, de s'approprier les outils, de s'approprier les organisations, de jouer carte sur table. Et c'est cette dimension qui est très importante dans le co-design, même si effectivement la notion de collaboration renvoie plus au fait qu'on va coélaborer ensemble plutôt qu'on va véritablement donner du pouvoir au sens politique du terme aux personnes. Et le tout de manière transparente, parce que s'il n'y a pas de transparence, j'imagine que la participation, on prend un coup.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors cette notion de transparence, elle est elle-même, bien entendu, complexe. De toute façon, dans des décisions publiques, étatiques, bon, c'est voté par la loi, donc il y a ce premier élément de transparence, mais ensuite, à tous les échelons, effectivement, c'est important d'informer, et d'ailleurs, autour de cette information, on en reparlera, il y a un travail très important qui avait été conduit par le Lab d'Innovation et son prestataire, hein, autour de la mise en place d'une lettre d'information qui détaillait par le menu toutes les entreprises qui allaient être, enfin toutes les propositions qui allaient être Oui, mises c'était en ce que nous œuvre. racontait Mehdi Vermeulen tout à l'heure. Catherine Folliot, Oui, cette cette notion de dimension transparence de... et de participation. Oui. Déjà un lab, donc un lab c'est un lieu aussi, c'est un lieu physique et un lieu digital maintenant, mais c'est aussi un lieu physique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que se joue là la règle de l'unité de temps et de lieu, qui finalement fait que cette transparence, elle existe. C'est-à-dire que les personnes sont là, ensemble, unité de temps, ça dure de telle heure à telle heure, unité de lieu, et ensemble, on se dit les choses, on crée des choses, etc. Donc ça, je crois que c'est aussi une des caractéristiques des labs. Hein. Je crois on parle des labs, donc Oui, il n'y a je pas de re- je laboratoire reconnecte. caché, de chambre noire où... non, Non. les décisions, la production se fait en partie, dans certains cas, dans le même lieu et dans un temps contraint. C'est En ça, partie. c'est En partie. en partie. On fait beaucoup du hors les murs aussi. Alors. Et là, en l'occurrence, ça s'est passé sur le terrain en Vendée, pas dans l'Étaline. Ouais. Mais on fait du hors les murs, en fait. Oui, oui. Ouais, Mm. très bien. Et oui, donc ça peut être déporté, ça peut être hors les murs, ça peut être... mais cette unité de temps, de lieu pour un lab, je crois que c'est vraiment intéressant. Une citation d'un commanditaire qui arrivait dans un lab et qui disait, mais ici, les gens sont tels qu'ils sont et non pas avec leurs fonctions, leur masque, leur rôle. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi en lien avec ça. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer, on est une personne au service d'un projet. Et puis on a des idées, on crée des choses, on produit, on Mais est-ce que teste. c'est vraiment vrai ça? Parce que j'imagine que quand on se retrouve dans un atelier avec son supérieur hiérarchique ou ce qui deviendra peut-être son supérieur hiérarchique, la parole forcément est voilà, biaisée, je sais pas, mais en tout cas on est peut-être intimidé. Maureen, comment on fait pour justement régler cette question-là de aller vers plus d'horizontalité dans les rapports, dans les labs? Mais justement, nous, pendant les ateliers de co-création, on essaye justement qu'il n'y ait pas de lien hiérarchique D'accord. lors de la participation des agents. On essaye de libérer la parole, justement, d'apporter plus de transparence. Alors, c'est pas toujours facile, Ouais. mais c'est quand même l'idée générale, parce que justement, l'agent doit pouvoir se sentir libre de dire ce qu'il a envie de dire et de construire, surtout. Donc comment on fait? On sépare les publics et après on met à l'aise, j'imagine, les agents, tous les partenaires. Exactement. Mehdi Vermeulen. On peut même le dire, hein, il y a certains ateliers où Maureen a refusé que la direction soit présente, hein, il faut se le dire, mais je pense que c'est effectivement important, parfois dans certains moments clés, qu'effectivement on ait la direction. Puis moi, je parlais de mon expérience là, sur le petit groupe accueil, c'est vrai que c'est moi qui l'ai mené donc, avec des agents. En tant que directeur adjoint. En tant que directeur adjoint, et alors voilà, on essaye toujours de les mettre à l'aise. Et ce que j'ai fait en début d'atelier, c'est que j'ai enlevé la cravate, quoi. Je leur ai dit, voilà, j'enlève la cravate, je suis plus votre directeur, je suis un facilitateur dans la démarche. Donc là, on définit un cadre, on s'autorise, Voilà. ce qui est symbolique ou pas, mais on le C'est on le important. formule, Ouais. c'est important. Catherine Folliot. Oui, c'est ça, se rebondir sur le cadre, hein, c'est ce que vous dites. Alors là aussi, ça passe par les vêtements, hein, c'est intéressant. C'est d'autres, il se passe d'autres choses dans ces labs, hein, qu'ils soient dedans, dehors, hors les murs. Et il y a également cette notion de cadre. Ce qui est important, c'est que les règles du jeu soient claires. C'est-à-dire, on peut faire des choses ensemble, on peut faire des choses séparées, on crée des conditions pour que... Mais les règles du jeu sont claires, affichées. Ouais. On sait comment va être le processus de décision. On est capable de questionner, on est capable de poser toutes les questions dont on a besoin pour qu'on se sente à l'aise. Et on prépare avant ces règles du jeu. Donc, quelquefois, oui, ça peut être fait de manière distincte, ça peut être fait de manière aussi associée. Voilà, il y a plein de manières de faire, tout dépend le sujet, tout dépend les acteurs, etc. Et Emmanuel Zaclade aussi, quitte à parfois, quand on est co-designer, prestataire de service ou directeur de lab, à s'opposer à son client, parce qu'au final, voilà, le directeur, c'est souvent celui qui paye. Donc, parfois, c'est difficile de dire, bah non, là, je pense qu'il vaudrait mieux sortir de telle ou telle réunion. Qu'est-ce que vous y voyez, vous? Vous voulez dire le fait qu'à certains moments, le designer est ce qu'on appelle le sponsor?
Oui. C'est-à-dire celui qui commandite, hein, c'est ça, pourrait ne pas être... Maureen, Loïc, tout à l'heure nous disait, voilà, il y a des réunions où on a demandé expressément, enfin Mehdi nous disait ça en parlant de Maureen, voilà, où il valait mieux interdire, entre guillemets, aux sponsors, comme on les appelle, de participer à tel ou tel. Éviter. De façon générale, bon, je pense que Mehdi fait partie vraiment de ces managers de proximité, hein, qui ne sont pas du tout ceux auxquels je faisais référence quand je parlais des très hautes sphères dans les entreprises ou dans la fonction publique. Donc effectivement, il a cette capacité d'être proche de ses agents et que aussi ça renvoie au fait qu'il y a une déontologie, hein, dans ces méthodes de co-design. C'est pour ça que c'est important de travailler la profession, hein. C'est un des éléments de notre programme de recherche. On voit qu'au Design It ou d'autres acteurs de lab, hein, ça peut leur arriver effectivement de refuser des missions quand ils sentent que dans le fond, certaines règles vont être transgressées, qu'elles vont être instrumentalisées, que en fait, on fait appel à eux, non pas pour véritablement chercher des solutions de façon ouverte et transparente, mais pour faire passer des décisions déjà là. Donc oui, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir un peu des frictions. Alors, la plupart du temps, elles sont constructives, positives, hein, mais ça peut arriver jusqu'à des situations où on refuse la mission ou autre, hein. Alors, autre intérêt aussi de ce cas concret avec Étaline, Catherine Folliot, c'est comment est-ce qu'on introduit efficacement le tiers, celui qui n'est pas là, l'usager, le partenaire, ceux pour qui éventuellement on fait la démarche. Est-ce que c'est le lab qui rend ça possible, justement, ou est-ce qu'il y a une méthode dans votre expérience? Comment vous l'avez vérifié? Moi, je crois qu'un lab, c'est ce qui initie le tiers dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est le tiers, c'est celui qui, dans un triangle, hein, ça crée de la circulation, ça crée de la transformation, ça crée de l'innovation. Parce qu'il est différent? Parce qu'il n'a pas les mêmes contraintes? Parce qu'il est entre. Alors, il est entre, voilà, il a une autre position. Entre deux services, entre deux... Là, par exemple, il a créé le lien entre Mehdi et Maureen. Entre le directeur et le designer. Par exemple, donc cette dimension de tiers à l'intérieur, elle est fondamentale. Ça n'est pas un service comme un autre, c'est un service qui est tiers vis-à-vis de tous les autres. Donc ça, en termes de dispositif organisationnel, c'est un objet très spécial, le lab, très précieux aussi, très fragile aussi, peu compris parfois. Et en ça, il est vraiment intéressant. Donc c'est cette dimension de tiers, toujours dans des sujets de transformation, d'innovation. Le tiers fait que ça fonctionne différemment. Si on fonctionne comme d'habitude, rien ne change. Anne-Laure ou Maureen, sur cette question du tiers? Oui, et souvent, d'ailleurs, les services viennent nous chercher justement parce qu'on apporte à la fois un regard extérieur, aussi une méthode, et puis qu'on permet aux agents aussi de sortir un petit peu la tête du guidon, la tête de l'eau, et de faire le pas de côté permis par les labs aussi. De réunir tout un tas d'acteurs autour de la table, Manuel Zaclade. Oui, alors c'est ça, dans cette idée de tiers, on pourrait dire il y a deux dimensions. Il y a effectivement... il y a la dimension classique, hein, quand on parle de design thinking ou quand on parle d'intervention des parties prenantes dans le design de service. Il y a le fait que on ne conçoit plus en chambre, hein, c'est-à-dire qu'on sait parfaitement qu'on est obligé très en amont dans les projets maintenant de s'intéresser aux destinataires et effectivement pas seulement les destinataires finaux, mais tout le réseau de partenaires, hein, qui vont co-construire le service, puisque ce qu'on voit toujours aussi dans le service au sens fort, c'est que ce sont des prestations qui sont rendues de manière collaborative presque tout le temps. Là, on le voit bien entre social et travail, avec Pôle emploi et autres. Donc ça, c'est une première vision, une première dimension. Et puis, il y a aussi ensuite, effectivement, ce qui était évoqué par Catherine et Anne-Laure, la posture la posture du lab comme étant quelqu'un qui dispose d'une expertise propre, qui va être en capacité de mettre en relation des acteurs et à qui il faut reconnaître une réelle professionnalité, une réelle autonomie. Oui, c'est des choses qu'on fait volontiers quand on a des professions très installées dans l'organisation. Voilà, personne n'a l'idée de dire à un comptable, écoute, il faudrait que tes comptes soient faits de façon un peu différente, ou à un ingénieur qualité. Voilà, il faut que, en fait, il faudrait que la plupart de ces métiers qui ont un ethos, qui ont des savoir-faire, soient aussi un peu respectés dans leur capacité
à assurer cette fonction de médiation. Et malheureusement, dans les organisations avec un peu alors public et privé, hein, avec le dégraissage, on a tendance à vouloir tout aligner très rapidement et à pas prendre le temps d'écouter ces acteurs qui prônent une mise en dialogue, de la délibération, du respect des points de vue des uns et des autres. Ce qui n'est au final pas si efficace, peut-être, Maureen Loïs. Non, moi j'allais revenir sur le mot expert. Je pense qu'on est, en tant que designer de service, pas expert de la solution, c'est vraiment l'ensemble des parties prenantes qu'on va questionner. Vous êtes expert de la méthode. Exactement. Nous, on apporte la méthode et c'est les agents, les partenaires, les usagers qui nous apportent la matière et les différentes problématiques. Et nous, en fait, on synthétise, on rassemble, on fait des points de convergence. Et de là, on sort en effet des axes, des problématiques sur lesquelles on peut travailler. Mais on n'arrive jamais sur le terrain en tant qu'expert parce qu'en fait, on ne connaît pas les clients chez qui on va aller, mine de rien. Mehdi, un mot rapide. Oui, pour revenir sur ce que disait Manuel, effectivement, sur le contexte global et le fait que ça va avoir cette sensation de perdre du temps. Moi, je pense qu'effectivement, faire appel au lab et puis à ces techniques, c'est savoir perdre du temps pour en gagner derrière. Parce qu'on va prendre le temps de faire. Prendre le temps d'aller vite. Voilà, prendre le temps de faire et derrière, on sait qu'on va avoir un socle, une base qui va permettre de travailler plus sereinement. Et souvent aussi, on a de la production, on a des outils, la facilitation graphique, etc., qui font qu'à un moment donné, on est capable d'afficher dans les locaux la production collective. Et ça, du coup, on peut y revenir. Et puis, c'est pas chacun sur son ordinateur, il y a une production commune, visible. Ça aussi, c'est un enjeu de transparence. C'est créatif, quoi. Autre élément qui est revenu parfois dans notre discussion, c'est le côté ludique de la démarche. Catherine, tout à l'heure, vous disiez, mais c'est pas un lab, n'est pas toujours compris. Aussi parfois parce qu'il y a un côté démarche différente. C'est ce que Martine Sapin aussi nous disait dans son son. Qu'est-ce que le côté ludique permet que le sérieux ne permet pas, Catherine Folliot? Quelle question. Eh bien, le ludique décale, là encore une fois, donc rend possible la transformation. Autorise. Décale, donne à voir différemment. Fait qu'on est un petit peu différent, on se lâche davantage, on peut exprimer des choses, on sort du cadre. On est au-delà de ses idées, on quitte le connu. Donc le ludique permet ça. Et c'est intéressant de travailler sur un format un peu prospectif. Par exemple, sur l'atelier Vision commune de la DETS, on a travaillé dans un an, sur une une de journal, sur une pièce de théâtre. Et en fait, cette créativité permet aussi de décadrer et en effet de se dire, de pouvoir projeter aussi un peu plus loin. De dézoomer. Pour, in fine, le ramener à aujourd'hui concrètement, comment on se réorganise et comment on donne du sens. On trouve des clés dans la projection et dans la prospectivité, on va dire. Manuel Zaclade, cette question du ludique, elle vous inspire quoi ? Alors, moi, je souscris à ce qui a été dit. Alors, malheureusement, le terme ludique est un très, très beau terme, parce que effectivement, c'est dans le jeu que l'imagination émerge et que la créativité se déploie. Elle a été, là aussi, des fois un peu récupérée par des démarches managériales vous savez, de cohésion d'équipe. Voilà, on va se lancer dans des jeux qui n'ont pas vraiment de raison d'être ou même dans de la formation. On va systématiquement recourir à une vision du jeu qui serait le fait de gagner des points, mettons. Donc c'est un terme qui a été malheureusement galvaudé, alors qu'il est effectivement au cœur de la créativité. Et ça, c'est très important dans ces démarches justement de design participatif, de co-design, c'est de rappeler que tout le monde est créatif. Autant il y a des métiers de la création spécifiques, qui peuvent être pour des créateurs de mode ou pour des grands cuisiniers, autant la création, c'est vraiment une aptitude que chacun d'entre nous peut déployer. Et ça fait partie justement des savoir-faire des designers de libérer cette création. Et ça passe effectivement par à certains moments, le jeu. Mais le jeu, pas comme une espèce de compétition, pas comme quelque chose qui nous détourne de l'objectif, mais plutôt quelque chose qui va nous permettre d'explorer des possibles, nous reconnecter avec des éléments qui sont souvent pas réellement autorisés dans les organisations, où il y a toujours cette idée que pour être un bon collaborateur, il faut d'abord être dans la soumission avant d'être dans l'imagination. Donc voilà ce que je pourrais dire. Anne-Laure Guilherme.
Oui, c'est jamais, pour rebondir sur ce que dit Manuel, c'est jamais le jeu pour le jeu, c'est toujours, ça poursuit un but et nous on utilise, et c'est l'avantage je trouve aussi du design, c'est que en fait c'est jamais des outils préconçus, c'est jamais on va jamais balancer un outil parce qu'il a été utilisé ailleurs juste par principe. C'est toujours du sur-mesure. C'est toujours des outils qui sont créés, alors de manière ludique souvent, mais par rapport aux personnes qui vont les utiliser, par rapport au projet, c'est toujours du sur-mesure qui remet l'humain au cœur. Et c'est ça qui est intéressant et qui justement change d'un cabinet de conseil classique. Pour revenir à notre question du départ, il nous reste une petite minute. Je vous propose de faire un petit feedback chacun sur ce qui vient de se passer ici, puisque c'est aussi la règle, c'est une des méthodes du co-design. Comment ça s'est passé cet entretien, Catherine Folliot par exemple? Oui, moi je trouve ça toujours passionnant de réunir un commanditaire, un acteur de lab, une actrice de lab et une personne qui a développé la méthode, une équipe. Un chercheur. Un chercheur et un regard de praticien. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir faire se dialoguer. Là, encore une fois, je crois qu'on est vraiment dans nos métiers, c'est-à-dire faire se dialoguer plusieurs disciplines, plusieurs regards pour construire des choses, pour mieux comprendre, en espérant que nous avons été compréhensibles. J'espère aussi. Est-ce que, Maureen Loïs, vous avez quelque chose, un sentiment à partager? Oui, déjà, merci de m'avoir associée à cette démarche. J'étais ravie de pouvoir faire ce podcast. Moi, ce que j'aimerais beaucoup qu'on retienne pour les projets en général, sur la démarche design de service, c'est vraiment la notion de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, la démarche de transparence, donc comment on restitue pendant les ateliers, mais aussi après, à ceux qui n'ont pas participé, comment on informe de manière générale sur les projets en cours et sur la problématique, on va dire, en cours, et surtout se laisser du temps. Oui, voilà. Le temps. Alors, un mot rapide? Oui, moi je suis ravie parce qu'en fait on accompagne beaucoup de projets et c'est vraiment rare de se poser pour rétrospectivement pour prendre du recul sur ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait. Un feedback, un temps réflexif. Oui, c'est ça. Merci pour cette belle valorisation et surtout merci à Mehdi et à Maureen d'avoir pris ce temps pour venir jusqu'à Paris. Oui, Mehdi, Vermeulen. Écoutez, je crois que tout a été dit. Effectivement, moi, ce qui m'a intéressé ce matin, c'est de pouvoir avoir aussi ce regard, effectivement, des chercheurs sur ce que produit, en fait, puisqu'on est dans le faire, on est dans l'action, et prendre un peu de recul, et puis objectiver un peu les choses, les expliquer. Moi, j'ai beaucoup aimé la phase sur la notion de service, effectivement, qui donne sens. Et puis, si on a réussi aujourd'hui pour les auditeurs à leur donner envie de mettre en place des projets autour de ces questions de design de service, on aura gagné. Vous êtes d'accord avec ça, Manuel Zaclade, le mot de la fin? Tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a de très très fortes attentes des citoyens vis-à-vis de leur État, de leur service public. On le voit vraiment en permanence, que donc l'innovation publique, c'est un enjeu essentiel. Et en fait, il faut, ça c'est aussi un grand principe du service, si les opérateurs qui rendent le service ne sont pas eux-mêmes dans un sentiment de confiance, de capacité de créer et autres, ils ne peuvent pas rendre aux usagers un service de cette nature. Et donc si on veut permettre une meilleure qualité des services publics, plus de participation des citoyens, il faut qu'à l'intérieur du service public, ce type de démarche soit aussi réalisé, et ce à quoi contribuent les labs. Et moi aussi, je remercie beaucoup les acteurs présents aujourd'hui. Voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode du podcast de l'Observatoire des Labs, coproduit par le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et le collectif Co-Design-It. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de recevoir Anne-Laure Guilherme, Maureen Loïs, Mehdi Vermeulen, d'avoir eu le témoignage de Martine Sapin aussi. Dans le prochain épisode, vous retrouverez nos experts, Catherine Folliot et Manuel Zaclade. Nous nous intéresserons cette fois-ci au Labo, le laboratoire de l'État en région Occitanie. Merci à tous les 5 d'avoir été présents aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci. Cet épisode a été réalisé par Fanny de Fonréau et l'équipe de l'Observatoire des Labs. Manuel Zaclade, Catherine Folliot et Aline Gérard. Un grand merci à toutes les entreprises et laboratoires d'innovation collaborative partenaires de l'Observatoire des Labs qui ont rendu cet épisode possible.
pouvez retrouver tous les détails du projet sur le site internet de l'Observatoire des Labs, www.observatoiredesLabs.recode.net. RECODE, c'est pour recherche-intervention par le co-design. Enfin, n'hésitez pas à partager, noter et commenter notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Nous serons ravis de vous lire. À très bientôt.